Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Dans l'intimité de l'histoire. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne et celle qui nous raconte des histoires souvent lunaires, Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, lunaire, ça l'est d'autant plus cet après-midi parce que vous nous racontez que les Américains ont voulu carrément bombarder la Lune. Mais oui, tout à fait. C'était très très énervant. Imaginez, les Russes envoient Spoutnik dans l'espace. Alors, l'US Air Force fait immédiatement plancher ses ingénieurs sur le projet A119. Donc, de quoi s'agit-il précisément ? D'une méga opération de relations publiques, puisqu'il faut provoquer une explosion nucléaire sur la Lune, mais en fait l'idée c'est de susciter un champignon atomique si grand qu'il sera visible depuis la Terre. Tout est là. On va montrer au monde qui a le plus gros champignon nucléaire. Alors, lancement du projet en mai 58, un projet dirigé par un certain Leonard Reiffel, qui on place à la tête d'une équipe de 10 personnes. C'est un physicien de premier plan, puisque quelques années plus tard, il deviendra le numéro 2 du programme Apollo à la NASA. Donc c'est un grand monsieur, mais pour l'heure, il est en charge du projet Explosion lunaire. Comment connaît-on cette histoire ? Parce qu'un des jeunes astronomes de l'équipe, un certain Sagan, quand même, il était gratiné, ce garçon. Il travaillait sur ce projet top secret et il a postulé pour avoir une bourse d'études à Berkeley, une université américaine, en 59. Il n'a pas pu s'empêcher de faire le malin et de dire qu'il avait participé au projet. Alors, c'est quand même extraordinaire. Ça se passait dans un labo basé à Chicago entre mai 58 et janvier 59. Et Reiffel et son équipe extrapolent évidemment les effets probables de l'explosion nucléaire sur la Lune, y compris le comportement de la poussière, des gaz, et puis les différences d'effets visuels, puisque tout est là, puisqu'il faut vraiment montrer à la Terre qui a le plus gros champignon nucléaire. Est-ce qu'on va le faire du côté sombre de la Lune ou du côté clair ? L'effet visuel ne sera pas du tout le même, évidemment. Alors, bien que le dispositif nucléaire spécifique n'ait jamais été divulgué, Reiffel a affirmé par la suite qu'il était techniquement faisable d'atteindre la Lune à 3 ou 4 km près. C'est quand même balèze. Hein. Et on aurait probablement utilisé un missile balistique intercontinental et une bombe atomique, parce que la bombe atomique est moins lourde, il faut le savoir, qu'une bombe à hydrogène pour un missile porteur. Bon. Alors, dans son rapport de 1959, Reiffel listait les différents avantages scientifiques et militaires, ainsi que les avantages politiques du projet. On fournirait des informations majeures sur la capacité des armes nucléaires dans l'espace. Voilà qui permettrait d'entrevoir avec optimisme la future guerre des étoiles. Il fallait placer des instruments de mesure sur la surface de la Lune, et puis, à la faveur de l'explosion, on en apprendrait plus, bien sûr, sur la composition de la Lune et son environnement, et sur notre propre planète. Lorsqu'on a commencé à parler ouvertement de ce projet, c'est bien plus tard, c'était dans les années 90, les premiers reportages ont affirmé que si l'on avait fait ça, ça aurait fait exploser la Lune. Ah oui, ça aurait été. Pour un champignon nucléaire, ça aurait été tout à fait impressionnant. Il y aurait plus de Lune. Alors non, parce que Reiffel, lui, a déclaré dans une interview assez récente, c'était en 2012, l'effet aurait été microscopique, cela aurait laissé un cratère quasiment invisible depuis la Terre, même avec un bon télescope. Ben oui, mais les matières radioactives auraient pu contaminer l'environnement lunaire vierge. C'est Reiffel lui-même le soulignait dans son rapport. Si une telle contamination biologique de la Lune se produisait, cela représenterait un désastre scientifique sans précédent, éliminant plusieurs approches potentiellement très fructueuses, des problèmes tels que l'histoire ancienne du système solaire, la composition chimique de la matière dans le passé lointain, l'origine de la vie sur Terre et la possibilité d'une vie extraterrestre. Sans compter les impondérables. Imaginez que l'engin nucléaire explose prématurément dans l'atmosphère terrestre. Vous imaginez les retombées sur Terre de cette intéressante opération ? Puis vous imaginez aussi la réaction de l'opinion mondiale. Vous imaginez un président américain s'adressant au monde en disant « Chers amis, nous allons faire une explosion sur la Lune ». Bon, en fin de compte, le projet A119, nous le savons tous, a été abandonné, laissant Neil Armstrong
Armstrong et Buzz Aldrin gravaient leur nom dans les annales de l'histoire le 20 juillet 1969, en étant les premiers à marcher sur la Lune. C'était quand même un exploit inspirant et magnifique, réalisé au nom de l'humanité, tout autre chose qu'une explosion géante sur la Lune. Mais pour l'anecdote, en 99, Boris Chertok, le célèbre ingénieur russe des fusées, a dévoilé qu'en 58, les soviétiques travaillaient sur un projet de bombardement sur la Lune qui ne s'appelait non pas le projet A119 mais projet E4. Et pourquoi y ont-ils renoncé ? Parce qu'ils ont réalisé que le flash de leur explosion nucléaire à la surface de la Lune ne durerait pas assez longtemps pour être filmé et que donc l'effet médiatique mondial aurait été assez médiocre, que ça valait pas la peine. Par chance pour nous tous, le traité sur l'espace extra-atmosphérique de 67 entre les États-Unis et les soviétiques, entre autres, interdit le placement d'armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive dans l'espace et limite l'utilisation de la Lune aux seuls efforts pacifiques. Ouf, on l'a quand même échappé belle. On a eu chaud. Merci Clémentine. À suivre, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est vous, Jean-Luc, qui prenez la main. C'est le quiz Bern to be alive. Europe 1. Historiquement vôtre.